Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres de ce mercredi 25 janvier, le niveau d'alerte pollution toujours maintenu dans l'ensemble de la région. Y a-t-il danger et quelles sont les mesures à prendre? Nous sommes allés à la rencontre des Tourangeaux. C'est parti pour le recensement annuel. Une trentaine d'agents sillonnent la ville de Tours et ce pendant un mois. Et puis à la fin de ce journal, un portrait, celui d'un auto-entrepreneur tourangeau qui s'est lancé dans la fabrication de rhum arrangé. Sa production, vous le verrez, a doublé en 2 ans. Je vous le disais en titre, pas d'amélioration sur le front de l'air. Toujours une pollution aux particules fines sur notre région. Les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher sont toujours dans le rouge. Il s'agit du 2e pic de l'hiver après celui de la fin 2016. Alors comment font les Tourangeaux? Séphora Namani est allée à leur rencontre dans le quartier de Bousignac, l'un des plus exposés de la ville. J'habite au 5e étage et l'autoroute elle est juste en face de nous. Et quand on ouvre le matin pour ouvrir les volets le matin, comme je réveille les enfants pour aller à l'école, on sent l'odeur de la pollution avec tous les poids lourds, les voitures qui passent. Et puis regardez tout ce qu'il y a. Cet habitant du quartier Bousignac de Tours est directement confronté aux conséquences du niveau 2 d'alerte pollution. Particules fines sur les vitres, poussière noire et bruit incessant des véhicules et poids lourds circulant sur l'autoroute A10 juste sous ses fenêtres. Une situation face à laquelle il se sent démuni. On n'ose même plus ouvrir les fenêtres car ça sent trop. Alors on ouvre le matin vite fait, mais ça dure pas longtemps, on referme aussitôt les fenêtres. Depuis 1972 que je suis ici, je connais très bien et l'autoroute c'est pas d'aujourd'hui. L'autoroute elle est là il y a X temps. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de changé. La pollution elle est là. Faut trouver quelque chose. Juste en face de la résidence, l'école Gustave Flaubert. Et à la sortie des classes, c'est le même constat. On a remarqué que les enfants toussaient un petit peu. Et que comme on se retrouve sur le bord de l'autoroute A10, on remarque le matin qu'il y a une grosse vague de fumée, de nuages au niveau de l'autoroute. Donc il y a un manque d'informations par rapport à ça. Les mesures nécessaires à prendre, on ne nous a pas expliqué de quoi ou comment, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Certaines mesures réglementaires ont déjà été prises, comme l'abaissement de la vitesse maximale sur certaines autoroutes comme l'A10 de 20 km/h. Il est aussi conseillé de limiter les activités physiques et sportives en extérieur. Mais pour abaisser plus vite le seuil de pollution, certains souhaiteraient des mesures supplémentaires. En termes de transport, la seule action qui est recommandée, c'est l'abaissement des vitesses sur les routes qui sont à 110 km/h ou plus. C'est-à-dire que sur l'agglomération, ça n'a aucun effet. Il y a des métropoles, des grandes métropoles comme Rennes, qui ont décidé aujourd'hui d'avoir une tarification nulle pour les transports en commun. Donc c'est des mesures que l'on pourrait prendre. Selon une étude de Santé publique France publiée en juin 2016, la pollution représente 9% de la mortalité en France, soit 48 000 morts prématurées par an. Il s'agit de la 3e cause de mortalité derrière le tabac et l'alcool. Et si la situation devrait s'améliorer à partir de vendredi, pour rappel, les limitations de vitesse restent, elles, abaissées de 20 km/h sur les autoroutes et les voies rapides en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher pour le moment. La grippe, toujours en situation épidémique dans la région, mais la situation semble se stabiliser. La semaine dernière, on comptait 337 cas pour 100 000 habitants, un taux en recul par rapport à la première semaine de janvier, d'après le réseau Sentinelle. Au niveau national, la grippe serait en grande partie responsable de la surmortalité constatée depuis la mi-décembre, avec plus de 8 000 décès supplémentaires, toutes causes confondues, d'après l'Agence Santé publique France. Cette polémique désormais avec ce conflit qui oppose des parents d'élèves de l'école privée Sainte-Ursule et une institutrice. Depuis le mois de novembre, les parents l'accusent de maltraiter leurs enfants. Des accusations que la principale intéressée nie. Hier, l'enseignante a demandé une médiation de la part de la direction académique. Le point avec Amanda Breuer-Rivera. Parole contre parole. En novembre dernier, 2 parents d'élèves d'une classe de grande section CP ont interpellé la directrice de l'école élémentaire Sainte-Ursule. Ils exigent le départ de l'institutrice. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à accuser l'enseignante de crier et d'humilier leur enfant de manière récurrente, mais surtout de les frapper avec des bouteilles en plastique vides, des livres et des chaussures. L'institutrice se reconnaît avoir peut-être frappé une fois un élève avec une bouteille vide, mais elle nie en bloc les autres accusations. Elle a arrêté son activité depuis le début de la fronde et a fait appel hier à la médiation de la direction académique.
L'avenir de l'institutrice reste pour l'heure incertain. Ses supérieurs font état d'un bon rapport d'inspection dans le passé. Les parents d'élèves, eux, n'ont pas déposé plainte contre elle, mais exigent qu'elle ne puisse plus se retrouver seule devant une classe. Et les Verts devraient rencontrer le préfet d'Indre-et-Loire vendredi prochain à ce sujet pour discuter de la mise en place de mesures supplémentaires. Alors ça, c'est par rapport à la pollution, excusez-moi. Justice. La cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné hier un septuagénaire à 15 ans de réclusion pour le viol de son petit-fils mineur. Après plus de 2 ans de procédure, le grand-père a finalement reconnu les faits qui remontent à 2008. L'homme de 72 ans, déjà condamné 2 fois pour des faits similaires, avait emmené son petit-fils handicapé mental en vacances dans sa caravane et en avait profité pour abuser de lui. Justice toujours avec ce contentieux qui opposait ERDF et la commune de Valencis dans le Loir-et-Cher. En cause, l'installation de compteurs Linky. En effet, les élus s'opposaient à la mise en place de ces compteurs nouvelle génération, mettant en avant le risque d'émission d'ondes électromagnétiques. Eh bien, la municipalité vient d'être déboutée par le tribunal administratif d'Orléans, pour qui les élus ont commis un excès de pouvoir, n'étant pas propriétaires des compteurs des usagers. C'est parti pour le recensement annuel de l'INSEE avec plus de 136 000 habitants. Tours reste la ville la plus peuplée de la région centre. La capitale tourangelle a gagné plus de 900 résidents en l'espace de 5 ans. Des chiffres qui évoluent chaque année. Depuis quelques jours, une petite trentaine d'agents sillonnent les rues de la ville. En un mois, ce seront plus de 6 000 logements qui seront recensés à Tours. Romain Delville. C'est la dure loi de l'agent recenseur, trouver porte close et pire, ne pas accéder à une boîte aux lettres pour prévenir de son passage. Depuis 5 ans que Bénédicte recense pendant 1 mois dans l'année, en plus de son métier à Tours Plus, elle a appris quelques trucs, quelques combines pour déposer un avis de passage. Bien, quand les gens ne sont pas là, je laisse un avis de passage en proposant une autre date de rendez-vous. Et puis voilà, et puis je reviens au prochain rendez-vous en espérant qu'il soit là. Ou alors qu'il m'ait contacté par téléphone si jamais ils souhaitent reporter le rendez-vous parce que la date et l'heure ne leur convient pas. Le secteur de Bénédicte, c'est le quartier Colbert, les rues du commerce, de la sellerie. Et en plus d'arpenter les rues le soir après le travail, elle mise beaucoup sur les samedis pour prendre contact. Jusqu'au 25 février, cet agent devra recenser 200 logements, individuels ou collectifs. Et au fil des années, les réponses par Internet prennent le pas sur les réponses papier. L'an dernier, 40% des personnes censées être recensées l'ont fait par ordinateur. On propose en priorité maintenant le recensement sur Internet. Quand les gens n'ont pas Internet, on leur propose d'aller dans un point numérique pour pouvoir se recenser, notamment moi, mon quartier, enfin mon secteur, je les adresse vers la mairie de Tours, puisqu'il y a des différents ordinateurs à disposition du public. Cette année, 6 797 logements devront être recensés à Tours, et ce par 33 agents. Le recensement, qui est anonymisé, permet à la commune de prétendre aux dotations de l'État selon sa population. Il permet également de mener sur l'agglomération des politiques publiques cohérentes, comme le passage de lignes de bus par exemple, mais pas seulement. Créer des crèches, créer des résidences universitaires. Par exemple, à Tours, on est une ville très universitaire, donc il faut loger nos étudiants. Des maisons de retraite, des foyers logements, et ça nous permet aussi de déterminer où est-ce qu'on va placer notamment ces équipements. Être recensé, c'est un devoir. Les personnes qui s'y soustraient risquent une amende. Chaque année, il y a 3 à 4% de non-réponse parce que les gens sont en vacances, hospitalisés ou partagent leur temps entre 2 résidences. Un mot de politique maintenant et un candidat de plus pour les législatives à Tours. Claude Bourdin, porte-parole du collectif C'est au tour du peuple, mais également Doé du Bateau, vient d'être investi par la France Insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon. Claude Bourdin sera donc candidat sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. Direction Chargé maintenant, tout près d'Amboise, avec, vous allez le voir, ce pari fou d'un Tourangeau. En 2014, alors en pleine reconversion professionnelle, Sébastien Vrignon décide de se lancer dans la production de rhum arrangé, sa passion. Un pari plutôt osé, surtout sur des terres viticoles, mais le mélange entre produits martiniquais et produits locaux plaît. Depuis 2 ans, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Preuve en est, sa production a doublé. Portrait signé Aurélie Renaud. Pour aller travailler, Sébastien n'a qu'une dizaine de pas à faire. Dans son garage qu'il a transformé en atelier de production, il élabore des recettes qui finiront en bouteille. Son truc à lui, le rhum arrangé.
Fraises de Touraine, vanille bourbon, passion et quelques séries limitées comme cet élixir d'amour au litchi et à la rose pour la Saint-Valentin. Et puis il y a le best-seller, le punch à l'ananas. On a pris le risque de s'inscrire au concours de Paris, au Salon d'agriculture, pour avoir les critiques, quoi, pour savoir ce qu'il fallait qu'on change, si c'était bien ou pas. Et les critiques ont été bonnes. Eh bien oui, puisqu'on a eu la médaille d'or pour le punch ananas. Une médaille qui va faire décoller cette marque à peine 4 mois après sa création. Épicerie fine, caviste, restaurant, bar à cocktail, la demande est là. Sébastien et sa femme expédient 15 000 bouteilles par an, dont la moitié part chez des particuliers. Pour répondre à cette demande, Emmanuelle a pris un congé sabbatique. Infirmière de bloc dans une clinique tourangelle, elle s'occupe aujourd'hui des commandes. La marque est maintenant présente aux 4 coins de la France. On nous retrouve sur Tours, Paris, Orléans, Nice, Saint-Raphaël, Amiens. C'est vrai que ça a pris de l'ampleur rapidement. Dès qu'on a eu la médaille, au début, c'est nous qui démarchions les cavistes ou les bars, des choses comme ça. Et là, maintenant, c'est plus l'inverse, quoi. Il y a encore quelques années, Sébastien était pâtissier, puis il a travaillé dans le bâtiment. Suite à un accident de moto, il doit se reconvertir, il abandonne le BTP. L'idée du rhum lui vient d'un ami réunionnais, le parrain de son fils. Lui en faisait, mais plutôt avec des épices, des plantes. Et moi, j'en faisais avec des fruits frais. Et donc, on s'est pris au jeu. Et ça plaisait vraiment à beaucoup de personnes. Donc c'est là que ma femme m'a dit écoute, il faut trouver un métier. On se met auto-entrepreneur et si ça marche pas, on tombera pas de trop haut et on verra bien. Ça commence dans la cuisine, ma femme en avait ras-le-bol parce qu'il y avait des bouteilles partout. Dans quelques jours, les arômes arrangés. D'Emmanuel et Sébastien quitteront le garage familial direction la zone d'activité de Chargé, à 1 km de leur maison. De 30, ils passeront à 400 mètres carrés. Prochainement, ils recruteront leur fille aînée pour les épauler. Et si le rhum vient de Martinique, le savoir-faire, lui, est bien local. La distillation et le choix des recettes se fera toujours par des Ligériens pure souche. En sport, basket et nouvelle victoire hier soir pour l'ADA Blois qui continue sur sa lancée. Les Blésois qui affrontaient Vichy-Clermont à l'occasion de la 16e journée du championnat de Pro B se sont imposés 91-78. À noter l'excellente performance de l'Américain Lamaine Wilson qui a signé 29 points dont 13 rebonds. Prochain match en perspective face à Bourg-en-Bresse le 4 février. Dans un instant, nous reviendrons sur ce petit séisme qui secoue la vie politique tourangelle depuis quelques jours, la démission du conseil municipal de Françoise Amiot, ancienne adjointe aux finances, et surtout sa décision de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron. Françoise Amiot viendra répondre à nos questions dans un instant. À tout de suite.